Nous nous situons au début du 1er siècle après Jésus-Christ, sous le règne d'Auguste, en pleine Pax Romana, que l'on peut aussi traduire par la paix romaine. Dans la continuité d'un quotidien paisible et plutôt prospère qui s'étend à l'intérieur des régions déjà conquises par Rome à cette époque. Mais pour autant, tous les soldats ne sont pas rentrés chez eux débuter un potager bio, ni même en vacances sur les plages d'Ostia. Car si le calme règne majoritairement à l'intérieur de l'Empire, des conflits perdurent bel et bien le long de certaines frontières. L'armée romaine a principalement été mobile dans un but de conquête, mais ce nouveau contexte défensif contraint les militaires à une certaine sédentarité. À la fin de l'époque républicaine, on voit déjà s'ériger des constructions militaires comme des murailles ou des forts, mais pas seulement. Salut à toutes et à tous, nous sommes l'association Via Romana et aujourd'hui, je vais vous parler des femmes et des camps militaires romains. Mais pour bien comprendre les choses, commençons par définir clairement ce que ici nous appelons le limes. Dans l'Antiquité, limes signifie chemin de patrouille à la frontière. Mais aujourd'hui, on l'utilise plutôt pour désigner certaines frontières qui délimitaient les provinces romaines, donc l'Empire, des autres territoires. Mais à quoi ressemble concrètement le limes? Peut-on le matérialiser? Oui et non, car il peut s'agir d'éléments naturels, comme un fleuve, une chaîne de montagnes, un désert, mais on trouve aussi des constructions humaines telles que des palissades, des fossés, des murs ou encore des tours d'observation. Son rôle, c'est de protéger le territoire des invasions dites barbares. Et pour cela, on fait se succéder tout le long de la frontière des forteresses gardées par des soldats. En gros, les prémices de nos châteaux forts de l'époque médiévale. Pour donner un exemple concret, la construction défensive de ce type le plus célèbre est le mur d'Adrien, érigé au IIe siècle à la frontière écossaise actuelle. En résumé, le limes, c'est une frontière plus ou moins située dans une zone de conflit et protégée par des forces militaires. Aucune chance donc à première vue d'y retrouver les traces d'une activité civile et encore moins celle de femmes. Et pourtant, des sources archéologiques attestent bien de leur présence autour, mais aussi à l'intérieur des camps. Comment l'expliquer ? Eh bien, c'est ce que nous allons tenter d'éclaircir à travers cette vidéo en nous penchant sur les trouvailles archéologiques et les travaux des chercheurs. Mais pour ça, nous devons d'abord quitter l'enceinte de la forteresse pour nous rendre dans les Canabae. Les Canabae, ce sont des espaces situés à l'extérieur du camp militaire où se regroupe une population civile qui vit de ses échanges avec l'armée. Car un soldat, qu'il soit légionnaire ou auxiliaire, c'est avant tout un professionnel. Ce qu'il sous-entend qu'il est payé, et certains artisans, qui pouvaient autrefois suivre les militaires dans leurs déplacements, prennent la décision de s'établir eux aussi au plus près des campements fixes. On peut donc y retrouver de multiples corps de métiers, comme le travail de la forge, du cuir par exemple, mais les soldats ne vont pas dépenser leur solde seulement pour l'entretien de leur équipement. Les glaives, c'est bien, mais le moulzoum, c'est mieux. Alors, des établissements s'installent pour rendre le quotidien des hommes moins rude. Et qu'est-ce qui peut bien adoucir au mieux la vie d'un soldat? Le vin, le jeu et les femmes. Ou les hommes d'ailleurs. Les loupas, les prostituées, lavandières, tavernières, cuisinières et diseuses de bonne aventure ont peut-être été les premières, ou en tout cas les principales présences féminines à venir peupler ces villages rudimentaires. C'est en tout cas ce que pense la chercheuse Andrea Rotloff dans ses travaux. Une popina animée donc, mais à la réputation ambiguë que les matrones se doivent d'éviter. Mais d'ailleurs, qu'en est-il des dames de haut rang? Que des servantes et des prostituées aient été présentes autour des camps est une chose, mais était-il possible de croiser la femme d'un centurion au détour d'une ruelle? On a donc des militaires qui accèdent à une certaine forme de sédentarité en occupant des forts autour desquels se développent des villages. Et là, où avant il était délicat d'exposer sa famille au danger pendant les campagnes de conquête, ce contexte offre de nouvelles possibilités. Maintenant que les officiers sont installés, il est plus facile de rapatrier leurs proches à leur côté. La correspondance retrouvée dans les cloaques du fort de Vindolanda nous offre de riches exemples à ce sujet. Grâce à elle, on sait que le centurion Paniscus a missionné sa femme Plutogénia afin que cette dernière le rejoigne en emportant avec elle un grand nombre de leurs biens comme des peaux de mouton, des olives, du miel et même son tout nouveau bouclier. Cette lettre nous apprend dans un premier temps que la femme du centurion, restée possiblement dans leur région d'origine, s'apprête à venir s'installer auprès de son époux, à l'intérieur ou au moins à proximité du fort militaire de Vindolanda. Par la même occasion,
On remarque que Plutogénia semble chargée de gérer ce long et possiblement périlleux voyage, puisque son mari lui conseille d'emporter sa bijouterie, mais de ne pas la porter. Plutogénia fait donc ses petites valises et traverse l'Empire pour rejoindre son époux. Parfait. Mais où loge-t-elle à son arrivée ? On sait que l'accès aux structures militaires est interdit aux femmes. Pour autant, on imagine difficilement l'épouse d'un officier se mêler aux artisans ou aux agriculteurs des Canabae. Il semblerait qu'une certaine souplesse ait été observée en faveur des femmes des centurions. Pour preuve, les archéologues ont retrouvé un grand nombre d'objets et de vêtements ayant appartenu à des femmes ou des enfants à l'intérieur du fort de Windolanda. Les sources archéologiques sont faibles à ce sujet, mais Andrea Rotloff propose plusieurs théories. Selon elle, les femmes de haut rang pouvaient vivre avec leurs enfants dans des quartiers dédiés à l'intérieur des forts. Il n'est pas impossible que des résidences de haut standing aient été construites dans le village pour recevoir les familles et les plus privilégiés. Et qu'en est-il des femmes de statut moins élevé à l'intérieur des bâtiments militaires ? Visiblement, exception faite des épouses et peut-être de leurs esclaves ou de leurs proches, la présence des femmes reste interdite à l'intérieur des camps militaires. Pourtant, une triste découverte faite sous un baraquement de Windolanda atteste d'une infraction faite à cette règle. Il s'agit du squelette d'une fillette âgée d'environ 9 ans, retrouvée ligotée et le crâne fracassé. Selon les chercheurs, il s'agirait d'une jeune esclave que l'on aurait assassinée pour se venger du maître. Des scénarios ô combien encore plus sordides sont tout autant envisageables. Bref, retournons plutôt dans nos Canabae. On peut imaginer que la multiplication des femmes, ou plus ou moins fortunées, a donné naissance à de nouveaux comptoirs commerciaux dans le village, avec notamment l'apparition de nouvelles marchandises, mais aussi la multiplication des esclaves domestiques. Car le monde antique, c'est un monde dans lequel les esclaves sont légion, sans mauvais jeu de mots. Et ils le sont d'autant plus à l'intérieur des luxueuses domus. On y retrouve entre autres des mistria, des pédiséquois, des ornatrix ou encore des précepteurs pour l'éducation des enfants. Et puisque l'on parle d'enfants, il serait grand temps d'aborder le sujet du mariage et de la grossesse. À en croire les sources archéologiques, les militaires gradés peuvent faire rapatrier et vivre leurs épouses auprès d'eux. Mais qu'en est-il pour les plus simples soldats ? Tomber sous le charme d'un militaire sous-entend d'être patiente, mais vraiment très patiente. Car le droit romain interdit le mariage des soldats avant la fin de leur service militaire, situé entre 20 et 25 ans. Néanmoins, à défaut de pouvoir se marier, le militaire est en droit de fréquenter une ou plusieurs femmes. Mais si ce n'est déjà pas le cas, une seule d'entre elles pourra recevoir la citoyenneté lors de son mariage. Les origines de ces concubines qui peuplent les Canabae sont très diverses. Elles viennent possiblement de la région d'origine du militaire, qu'elles rejoignent comme Plutogénia rejoint son époux par exemple, d'une province ou une ville par laquelle est passée la cohorte du soldat qu'elle a suivi, de gré ou de force, l'histoire ne le dit pas. Mais il peut aussi s'agir d'une autochtone rencontrée à l'intérieur même du village par exemple. Encore une fois, les sources sont assez éparses et il n'est pas facile d'en tirer des généralités. Mais certaines de ces femmes, en attendant la fin de service de leur chair et tendre, pouvaient exercer une profession, développer un commerce ou bien débuter une activité agricole en prévision de la retraite de leur futur époux. Ainsi, si monsieur parvient à rester en vie jusque-là, il pourra quitter l'armée pour s'en aller mener sa meilleure vie de citoyen auprès de madame en exerçant une nouvelle activité. Mais qu'en est-il des enfants conçus avant la fin du service de leur père et donc du mariage de leur mère ? Exclusion, maltraitance, mise à mort, non. Il semblerait que dans ce contexte, les enfants issus d'une relation illégitime ne soient pas mal considérés. Et pour preuve, il est proposé aux garçons issus d'une relation entre un soldat et d'une femme d'intégrer l'unité du père et même d'obtenir sa citoyenneté, alors que le droit romain veut habituellement que ce soit la mère ou le rang le moins élevé qui lègue son statut. À retenir donc que les Canabae ne sont pas seulement des espaces de vie, d'habitation et de commerce, mais aussi de véritables usines à fabriquer des citoyens romains grâce à la retraite, le mariage ou la naissance. Autour des camps militaires, la majorité des femmes devaient avoir des journées bien remplies par leurs tâches et leurs métiers. Mais qu'en est-il du quotidien des dames de haut rang quand il n'y a ni théâtre, ni terme de bâti ? La vie sur le Limès n'est pas aussi douce et distrayante que dans les grandes villes de l'Empire.
Car avant que les Canabae ne se développent pour devenir des vicus, en gros des villages de province, les conditions y sont rudimentaires, à commencer par le climat. Pour suivre leurs partenaires, certaines femmes sont contraintes de quitter leur région d'origine, ce qui dans un premier temps induit un certain sentiment de déracinement, mais aussi dans certains cas un violent changement d'environnement. Prenons pour exemple Vivia Pacata, qui a quitté l'Afrique pour rejoindre son époux, Flavius Vericondus, centurion au mur d'Antonin. Le mur d'Antonin, c'est-à-dire actuellement la Grande-Bretagne, l'Afrique, l'Angleterre. Vous l'avez ? On imagine sans trop d'effort la surprise qu'a dû ressentir Vivia en découvrant la légendaire météo anglo-saxonne. Autre contrainte, la réglementation. Les sources semblent démontrer que les femmes des officiers étaient soumises à l'intérieur du camp aux mêmes règles que les militaires. Alors non, elles ne tapaient pas des pompes le matin, ou en tout cas on n'a pas gardé trace, mais on sait par une lettre de Claudia Sewera qu'elles avaient besoin de l'autorisation de son mari pour quitter le fort. Et on retrouve pas ce genre de demande de permission dans le contexte civil. Après, peut-être que son mari était plus sévère que la moyenne, ou bien que cette consigne avait pour objectif de protéger la dame, puisque, je le rappelle, nous sommes dans une zone qui reste conflictuelle. À tout moment, il y a un Germain qui débarque. Enfin, on peut ajouter à ce drôle de quotidien une ambiance pesante, alimentée par de potentielles attaques ennemies, par la maladie et, de façon plus générale, la mort. Dernier point noir à ces conditions de vie, l'ennui et la solitude. Andrea Rotloff compare les femmes de ces officiers romains à celles des épouses des gradés européens du XIXe siècle en Afrique ou en Asie, seules, loin de tout, sans amis ni femmes de leur rang. Du coup, pour passer le temps et garder un semblant de lien social, ces dernières écrivent des lettres. On a retrouvé beaucoup de correspondances entre des femmes d'officiers qui s'écrivaient d'un fort à l'autre. Elles organisent des petites booms, comme des fêtes d'anniversaire, et se rendent visite d'un camp à l'autre en emportant parfois des petits cadeaux, comme le fait Lipidina lorsqu'elle offre un remède contre la fièvre à son amie Paterna. Plus que des lettres, donc, il semblerait que des femmes de camps voisins pouvaient se rencontrer lors de sorties qui, on l'imagine, devaient faire l'objet d'une demande d'autorisation ainsi que d'une escorte. En conclusion, indigènes ou étrangères, contraintes ou volontaires, un grand nombre de femmes ont vécu et sont mortes aux limites de l'Empire. Qu'elles soient riches épouses d'officiers, commerçantes ou esclaves, elles ont tenu un rôle important dans le développement des espaces autour des forts militaires. Les femmes, mais les civils de manière plus générale, ont participé à la transformation des Canabae d'autrefois en agglomérations importantes qui, comme Strasbourg ou Mayence, perdurent encore de nos jours. Je remercie tous ceux qui seront arrivés jusqu'ici et encore plus ceux qui partageront, likeront ou commenteront cette vidéo. Si l'Antiquité gallo-romaine vous intéresse, que ce soit par ses aspects militaires ou civils, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux ou encore mieux, à venir nous rencontrer lors de manifestations. Ou allez!